Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes de retour pendant cette fin de confinement, de retour tous ensemble, mais pas exactement, c'est-à-dire que là pour l'instant je suis tout seul, hein. Je peux me parler à moi-même par exemple, je peux faire ça. Merci Maxime, de rien Maxime. Voilà, mais je vais surtout passer des coups de fil à toute l'équipe hein, pour prendre un petit peu de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils lisent en ce moment. C'est un peu plus important, on va parler un peu de manga, vous inquiétez pas. C'est donc une émission un peu test, hein, un test grandeur nature cette émission, pour voir un peu ce qu'on peut faire à distance là pour la fin d'année. Donc tenez-vous prêts, c'est parti, c'est la 5e de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, vous êtes en train d'écouter la 5e de couve. Et pour cette émission un peu spéciale, je vais avoir avec moi toute l'équipe, mais chacun leur tour. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Vous avez été très nombreux à le rejoindre, mais n'hésitez pas à réagir dessus. N'hésitez pas à commenter un petit peu tout ce qui peut vous intéresser et même à retourner sur d'anciens posts. Hein. Faut en profiter, surtout en ce moment. Et pour commencer, on va appeler Robin. Comment va-t-il? Est-ce qu'il se porte bien? Et surtout, qu'est-ce qu'il est en train de lire en ce moment? Attention, j'ai appuyé sur le bouton, ça appelle. Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Ça te fait pas trop bizarre d'enregistrer comme ça au téléphone, mais chez toi? Enfin, Écoute, chez toi. D'habitude aussi, on est chez toi, mais là, c'est oui. un autre chez toi encore. C'est ça, bah non, il y a un côté un peu cosy, je sais pas, c'est bizarre, effectivement. Mais tu as à boire avec toi, rassure-moi, c'est comme les enregistrements d'habitude. Exactement, mais du non-alcoolisé, bien sûr. Oui, évidemment. C'est dangereux pour la santé. Voilà, donc maintenant, on peut enregistrer à distance de temps en temps. Vous appelez pour la valise RTL. Enfin, voilà, on peut faire plein de trucs différents maintenant. Hein. On est bien équipés. Et surtout, on avait envie de faire un truc, c'était déjà de parler de nos petites lectures de confinement. On va appeler ça comme ça. Je suis pas fan du terme confinement, machin de confinement, truc de confinement, bidule de confinement. Non. Mais bon, en même temps, on est confiné et on lit et voilà. Oui. C'est ça. C'est un peu un mot qu'on entend un peu trop partout, mais bon, en même temps, on va pas réinventer le truc. Hein. C'est un peu ce qu'on subit tous, quoi. Ouais, voilà. Donc on va faire avec. Lecture de confinement, manga de confinement. T'as choisi quoi? Et ben moi, j'ai choisi Earth Gear de Tsuyoshi Takaki. Ah oui, un manga tout récent. Exactement, parce que nous en avons déjà parlé. Nous en avons déjà parlé, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai appris que du coup, l'auteur ayant eu des soucis de santé, avait fait une petite pause, mais que là, ça va mieux. Donc du coup, je me dis, la série va peut-être reprendre. Donc c'est le moment pour moi de m'y mettre et de lire un petit peu ce qui est déjà sorti, quoi. Et on est à 3 tomes en France. On est à 3 tomes, effectivement. J'ai lu les 3. J'ai fini le 3e tome il y a quelques jours. Là. Ok, donc pour les auditeurs pas très fidèles, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, de quoi parle Earth Gear? Earth Gear, alors on est dans un monde où l'humanité a créé des robots très intelligents et en fait, suite à des guerres successives, les humains ont disparu de la surface de la planète et il reste plus que des robots qui habitent sur Terre, enfin à notre connaissance en tout cas, si ce n'est une seule humaine qui s'appelle Roux et qui est donc élevée par son robot père adoptif qui s'appelle Z et qui va faire la rencontre d'un autre robot qui s'appelle Chrome. Et ensemble, ils vont vivre un tas d'aventures, quoi. Quand t'as commencé par robot père adoptif, tout de suite j'ai pensé à Haralé et son robot pervers, enfin et son créateur pervers. Ah ouais, parce que moi je pensais robot père adoptif, mais alors dans l'autre sens, et je pensais plus à Gun, tu vois. Ok, donc est-ce qu'il y a un peu de Gun et un peu de Dr Slump mélangé dans Earth Gear? Ah ouais, alors moi j'aurais dit, si je devais résumer, j'aurais dit c'est quand Isaac Asimov rencontre Yukito Kishiro, mais à la limite avec un petit peu de Dr Slump en saupoudrage, ça rend bien aussi. Non, il n'y a pas énormément de vannes dedans. Non, mais il y a un petit côté un peu plus léger que Gun quand même, quoi. Et par rapport à ce qu'on est obligé de comparer en fait, par rapport à Black Torch?
Eh ben alors moi, je t'avoue que j'avais adoré Black Torch, hein, mais moi je suis plus familier et plus amateur des univers SF, donc en fait moi je suis ravi que finalement Black Torch se soit arrêté pour que l'auteur fasse Earthgear, parce que j'avoue que le voir avec toute sa maîtrise, ses cadrages, ses dessins et tout, super stylé dans un monde de SF avec des robots et des combats de robots, moi je suis hyper client, quoi. Et on a moins ce côté, comment dire, ce côté Neketsu qu'on pouvait avoir dans Black Torch. Ouais, alors peut-être un peu moins parce qu'en fait comment dire, l'intrigue se noue autour d'un duo, quoi, qui est Chrome et Roux. Et c'est vrai que le combattant, là où dans Black Torch, on était dans un truc Neketsu puisque le héros c'est un combattant. Là, Roux c'est pas vraiment une combattante, en fait. Elle va avoir une quête qui est mine de rien une quête assez Neketsu, puisqu'en fait elle va devoir partir en quête de son père. Puisqu'en fait Z, bon on spoil un petit peu, mais en gros Z, suite à l'attaque d'un robot méchant qu'on appelle Insane dans l'univers, s'est retrouvé détruit, mais il reste son espèce de, comment dire, de sauvegarde, quoi, comme son âme. Et du coup en fait la quête de Roux, ça va être de trouver une enveloppe pour remettre la carte mémoire, enfin la carte mère de Z, quoi. Donc en fait elle part un peu en quête de son père, pour retrouver son père, qui n'est pas vraiment mort mais qui n'est plus là. Voilà, exactement. Donc c'est assez shonen, en fait. Assez shonen, avec des grosses bastons et des gros robots qui envoient du bois, quand même. Bah c'est ça, avec de la grosse baston, de la grosse double page comme il aime les faire, comme on avait vu dans Black Torch, où là on a des espèces de, donc on appelle ça les gears, les robots, des énormes gears qui des fois font la taille d'une montagne, et on voit Chrome qui lui a une taille plus raisonnable d'être humain normal, mais qui les affronte et tout. C'est vraiment un pur kiff, quoi, à regarder. Un peu de fanservice, parce que du coup je te parlais de Dr. Slump tout à l'heure, ou pas du tout, ou juste du fanservice pour geek, justement, enfin pour geek de robots. Alors moi j'avoue c'est le seul bémol que je mettrais à cette série, c'est le côté fanservice, vraiment pour le coup un peu comment dire, un peu sale entre guillemets. En gros il y a des persos et des plans un petit peu, même des fois sur Roux c'est un peu gênant, je trouve, parce que c'est quand même une jeune fille, et même, mais après t'as un autre personnage en fait qui l'affronte, qui est une guerrière robot humanoïde, et qui a en fait des énormes loches et tout, et là tu fais putain c'est vraiment enfin, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en arriver là, mais bon. Je sais pas, mais alors quand je l'avais rencontré, j'avais fait l'interview de lui, Tsuyoshi Takaki, parce qu'il était venu en France juste à la fin de Black Torch et au lancement de Earthgear, entre les deux, et je lui ai demandé d'où venaient ces idées de design de robots. Et en fait, s'il avait, je sais pas, des références littéraires, si il servait de bouquins de référence aussi, parce qu'il y a beaucoup ça au Japon pour les auteurs de manga, tu sais, t'as des bouquins avec des listings de robots, t'as des bouquins avec des listings de salles de classe, et ainsi de suite, tu sais, avec plein de plans différents, comme ça ils ont juste à reprendre pour parce que tout le monde n'a pas eu une salle de classe en tête ou des designs de robots en tête. Ouais, en fait, d'accord. Lui, c'est pas des bouquins qu'il a achetés, c'est ses propres créations depuis qu'il sait dessiner. En fait, il aime dessiner des robots depuis tout jeune. Et en fait, il replonge dans tous ses carnets de croquis, tous ses dessins de robots qu'il a fait pour faire les robots de Earthgear. D'accord, bah c'est marrant, ouais, parce que finalement ça a du sens, que quand tu lis un petit peu les petits interchapitres qui sont vachement chouettes d'ailleurs, c'est tout le côté un peu méta de l'univers qui est raconté hors du manga, tu vois, c'est tout soit des descriptifs de comment les gears ont été fabriqués, soit des interviews de concepteurs de gears de l'époque et tout. Et en fait dedans t'en as une où effectivement le mec dit que vous savez, quand on conçoit un robot, qu'on fait l'esthétique, c'est pas nécessairement que au service de la fonction du robot, ça peut être aussi juste parce que ça nous fait plaisir et on trouve agréable d'avoir un robot qui est agréable à regarder, quoi. Donc finalement là, l'auteur, t'as l'impression que c'est un peu lui qui se comment dire, se justifie de mettre du fanservice et dit non, mais c'est bon, c'est validé dans l'univers, quoi. Normal. Et alors, par rapport à un Ghost in the Shell, il n'y a pas du tout de note de bas de page. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça, parce que dans Ghost in the Shell, de toute façon, Ghost in the Shell, c'est seinen, et ça, enfin, c'est beaucoup plus, c'est pas du tout aussi accessible, comment dire, en termes de récit, quoi. C'est beaucoup plus hard SF, quoi. Mais là, je trouve que justement sur Earthgear, si t'as envie d'avoir du contenu en plus à ce niveau-là, t'as justement ces fameux interchapitres que tu peux lire ou pas. Si t'as pas envie de les lire, t'es pas obligé, mais parce que ça va pas impacter sur la compréhension du récit. Mais je trouve que moi, qui suis amateur de SF, ça m'a bien plu d'avoir ce petit contenu en plus, quoi. Sans que ça vienne, comment dire, peiner la fluidité de lecture. Puis tu l'as dit tout à l'heure, mais surtout, c'est très beau à voir et à lire.
Bah carrément, en fait, de toute façon, dans Black Torch, c'était déjà ce qu'on avait tous repéré, c'était vraiment, on sentait qu'on avait un auteur, un putain de graphiste, quoi. Le mec, il sait mettre en scène, il sait faire des putains de cadrages, il sait mettre du détail, et puis sa maîtrise de la double page, quoi. Quand il faut créer des moments de rupture, que ce soit d'action ou même juste contemplatif, tu vois, il a vraiment un sens du visuel, quoi. C'est incroyable. Earth Gear de Tsuyoshi Takaki, c'est aux éditions Kiun. Il y a déjà 3 tomes de dispo et Robin vous le conseille fortement si je ne m'abuse. Hein. Exactement. T'es le premier à passer dans l'émission. À ton avis, Cagnard, qu'est-ce qu'il va choisir comme bouquin? Est-ce qu'il va prendre un truc de bagarre? Bah, j'aurais dit oui, mais après, peut-être, tu sais, il est plein de surprises, ce garçon, finalement. Peut-être que le confinement l'aura assagi, qu'il voudra aller vers quelque chose de beaucoup plus tranche de vie, tu vois. Ah, c'est un homme plein de secrets, quand même. Alors que Johnny, je le sens quand même bien sur la bagarre, et même Julie, à la limite, je la sens aussi bien sur la bagarre. On va voir ça dans quelques instants. Yes, bah oui, j'ai hâte d'avoir leur choix, carrément. Eh bien, tu les auras qu'en écoutant l'émission comme tout le monde. Bien fait. Exactement. Robin, bah merci beaucoup. Je te propose maintenant de lire Journey Beyond Heaven. Ah bah oui, écoute, il était sur ma liste de toute façon, il me faisait de l'œil, donc tu fais bien. Et puis on en parlera dans une autre émission un peu plus tard. Merci beaucoup Robin, tu peux nous raccrocher au nez et nous envoyer nous faire foutre maintenant. Voilà, tu as perdu, tu n'auras pas la valise. Salut à vous, oui, j'aurais pas la valise, tant pis. En espérant que Cagnard ne l'ait pas non plus. Allez. Jamais il aura écouté, jamais il arrivera à noter autant de cadeaux. Allez, salut ciao. Robin, ciao. Ciao Max. Ciao. On va laisser encore un peu de temps à Cagnard pour noter le contenu de la valise et surtout maintenant on va appeler Julie. Comme vous le savez peut-être puisqu'on en a parlé dans notre émission sur les mangas destinés aux enfants, Julie est maman. Alors, est-ce qu'elle a réussi à lire une série ? Un manga, quelques mangas, des centaines de tomes. C'est ce qu'on va voir tout de suite puisque là je suis en train de lancer l'appel pendant que je vous parle et vous savez quoi, je crois que elle sait que je vais l'appeler et qu'en plus j'enregistre dès maintenant. Salut. Salut, comment ça va ? Ben ça va très bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Bah Comment écoute, tu vas, Maxime ? ça va très bien. Là j'entends un petit peu tout le monde là pour faire cette émission parce que d'habitude faut qu'on explique aux auditeurs. On se parle par écrit et on se parle très rarement à l'oral alors qu'on fait une émission un podcast. Voilà, ouais. Et on se téléphone très peu et on s'écrit tous beaucoup. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on pourrait faire des articles avec tout ce qu'on s'écrit dans certaines journées. Oh là là là. Ouais, notre historique de faire je sais pas combien de pages. Ah bah je pense que le réchauffement planétaire c'est les serveurs qui servent à stocker nos conversations. Je pense que tout vient de là. Est-ce que tu arrives à lire un peu pendant ce confinement ? Est-ce que tes enfants, est-ce que ta famille te laisse tranquille ? Eh bien écoute, je pense que comme beaucoup de familles, on voit la différence grâce notamment à nos enseignants qui sont là pour prendre soin de nos enfants et nous laisser un peu de temps. Ah donc t'es tranquille et donc t'as pu lire un truc de 70 tomes. Non, j'aurais bien aimé, mais écoute, j'étais fascinée par ma capacité à lire 10 tomes en presque une journée. Waouh. Mais c'est quel manga ? Parce que là, c'était vraiment... alors, j'ai lu Perfect World, enfin, je l'ai relu très précisément, donc de Lie Aluga aux éditions Akata. Et tu t'es tapé les 10 tomes dans quasiment une journée ? Bah, écoute... C'est même plus du page turner à ce niveau-là. Ouais, je sais pas. C'est la magie de la tablette, hein, quand t'as tout, sur Isneo, j'avais acheté les tomes au fur et à mesure. Ou même non, je les avais achetés peut-être par groupe de 5. Je m'étais dit, je vais lire les débuts. Et puis finalement, tu te dis, mais la suite est disponible. Et donc, t'as très vite donc les 9 premiers tomes. Et pendant un temps, j'avais laissé un petit peu la série de côté. J'ai vu que le tome 10 était disponible depuis janvier et que j'avais pas eu le temps, effectivement, de le lire. Et il a suffi que je lise donc ce tome 10 et une soirée pour que le lendemain, j'avais du temps pour moi. J'ai pu lire toute la série à nouveau, quoi. Et ça m'a remis dedans. Vraiment, j'étais hyper surprise, mais agréablement surprise. Perfect World, c'est un shoujo qui nous parle de quoi ? Alors, c'est une phrase, et d'ailleurs c'est la première phrase du livre, elle se donne la couleur, c'est « Seriez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec une personne handicapée ?»
Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme, donc Tsugumi Kawana, qui retrouve son premier amour de lycée, donc Itsuki Ayukawa. Sauf qu'entre-temps, lui, il a eu un accident et qu'il est désormais dans un fauteuil roulant. Et donc, elle ne le savait pas. Elle retrouve son amour, dans un corps différent, une vie différente, avec des problématiques qui sont quotidiennes et aussi qui lui paraissent au départ insurmontables, quoi. Et sauf qu'à la différence, c'est qu'il est devenu un mec coté. C'est-à-dire qu'il est architecte, il a un boulot, il est beau gosse. Il est beau gosse, il est resté beau gosse, on va dire. Mais mais c'est dans le. Il se retrouve par le biais du travail, parce qu'elle elle travaille dans une agence de décoration d'intérieur, et lui, il a accompli son rêve de devenir architecte. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'aborder les thématiques de l'aménagement urbain, de l'aménagement universel dans les maisons, pour permettre aux gens handicapés, de vivre le plus sereinement possible. Et donc, Lie Aduga, elle travaille avec un consultant qui s'appelle donc Kazuo Abe, et qui est connu au Japon pour être un architecte qui vit en fauteuil roulant, qui a eu elle aussi un accident, et qui donc est très présent sur la conception de son histoire, parce qu'il l'aide vraiment à rencontrer des nouvelles personnes, il a fait part de son expérience personnelle, et c'est super enrichissant en fait. Mais ouais, elle a fait beaucoup de recherches pour faire ce manga. Mais quand je te disais que c'était un petit peu le beau gosse, le bon parti, c'est en opposition aux stéréotypes qu'on peut trouver d'habitude dans beaucoup de shoujo. Il a l'air du parti parfait, mais il est handicapé, et donc du coup ça joue aussi là-dessus. Oui, et puis alors déjà je pense que c'est pas tout à fait un shoujo, c'est quand même un josei, parce que ils sont dans la vie active, ils sont des adultes, donc il y a des problématiques d'adultes. Et moi je trouve que c'est vraiment, pour revenir à ta question, c'est intéressant parce que l'auteur a un regard très complet. Par exemple, la famille donc de la jeune fille va faire opposition à cette relation, et de façon très réaliste, parce que je pense qu'au Japon le handicap, déjà en France, j'allais dire en France aussi, à mon avis, tu peux l'avoir, ce souci de l'acceptation de la famille de. Oui, mais au Japon, les gens s'en cachent vraiment pas du tout. Dans le manga, il y a des scènes où le père de la jeune fille va voir le gars pour lui demander d'arrêter de sortir avec sa fille. C'est et je pense que c'est ce côté très conservateur est encore très présent. Mais là où il y a beaucoup de mangas qui l'abordent d'une certaine façon, là c'est vraiment c'est frontal, de se dire il y a une façon de faire, de vivre qu'elle critique pas. Elle dit c'est normal d'être parent et de s'inquiéter de l'avenir de ses enfants, mais est-ce que quand même on pourrait pas envisager que des personnes handicapées ont des rêves, ont des désirs, et de fonder une famille, ça peut être un but en soi également, quoi. Et tu sais, souvent dans les mangas, alors que ça soit shoujo, shonen, josei, peu importe, on utilise un background qui est plus là comme un alibi qu'autre chose pour développer une histoire. Est-ce que c'est le cas ici ? Est-ce que c'est juste un alibi pour faire une histoire d'amour un peu impossible ? Je sais pas trop, sachant que c'est quand même une sorte de commande, c'est l'éditeur Kodansha, le magazine de prépublication Kiss, chez qui donc Lie Aduga avait remporté un concours de jeunes talents, qui lui a proposé au bout de quelques années de faire une histoire ayant pour thématique principale le handicap. Après, c'est elle qui a dit, ce sera le garçon qui sera handicapé, l'héroïne, ce sera une jeune fille qui ne connaît rien, tu vois, mais je sais pas trop, ce qui est agréable dans cette lecture, c'est que c'est pas non plus hyper larmoyant, sauf si, comme moi, tu fais une overdose parce que tu t'enquilles les 10 tomes d'un soir, tu vois. Forcément, ça fait pas forcément il y a un moment où tu dis, oh là là, oui, mais ils en rajoutent pas des caisses.
parce que je trouve que, enfin, là où c'est intelligent, c'est que elle, comme je te disais, c'est un regard très complet. Il n'y a pas que ce couple, il y a plusieurs autres couples qui sont concernés, qui n'ont pas tous la même histoire. Et quand tu regardes les interviews qu'elle a données, parce que l'auteur est venu en France en 2019 pour Japan Expo. Ah, à l'époque où Japan Expo existait. Ouais, voilà, le bon vieux temps. Mais en tout cas, elle était très... Enfin, je trouvais que c'était intéressant parce qu'elle met en avant le fait qu'elle veut donner la parole aux handicapés et pas du tout donner son point de vue. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir que, ouais, comme tu disais, elle est hyper documentée, que tu sens qu'elle est bien encadrée aussi. Que, voilà, elle a cherché des référents, des consultants. Ouais, elle a pris ça vraiment au sérieux, quoi. Elle l'a pas pris par-dessus la jambe le background, et elle a décidé que ça allait faire partie intégrante de son bouquin, mais de manière sérieuse et rigoureuse, quoi. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est très humble aussi. Enfin, quand tu lis les interviews et la façon dont elle aborde son travail, c'est aussi très, 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 j'ai encore dit je vais dire le même mot, mais c'est intéressant parce que tu vois comment elle a décidé de travailler et d'aborder un sujet comme ça, parce que elle le dit elle-même, elle veut pas non plus que ça soit larmoyant et trop dramatique, elle veut que ça reste une lecture divertissante. Perfect World, c'est aux éditions Akata, c'est signé Rie Haruga et ça fait 10 tomes, hein, c'est ça? Oui, et le tome 11 va sortir en décembre. Et je l'attends avec impatience. Bah voilà, écoute, et a priori c'est terriblement page turner vu que tu l'as avalé en une journée, hein, vu que tu les as réavalés en plus. Oui, mais oui, et puis, j'ai quand même lu quelques shoujo, quelques josei, et là, tu vois, il y a une interview où elle parle d'amour miraculeux pour qualifier son manga, mais moi je trouve qu'elle a vraiment ça se met à part pour moi, parce que c'est une relation qui se construit entre adultes qui sont avisés, qui se renseignent, qui décident de dialoguer et de connaître plusieurs avis avant de choisir ou non de s'engager dans une relation, dans un mariage, dans la fondation d'une famille, et c'est quand même rare. Parce que il reste quand même cette idée dans l'idéal du shoujo, du manga sur la romance, que le dialogue n'est pas prépondérant et que l'amour, c'est quelque chose de naturel qui va, sortir comme ça, pof, ou te tomber tout cuit du ciel, quoi. Et voilà, c'est une lecture assez adulte dans ce sens-là. Eh ben, j'espère que tu vas avoir convaincu quelques personnes, quelques auditeurs à avoir lu Perfect World. Merci Julie, on se retrouve bientôt, on sait pas quand, mais on va essayer de préparer une autre émission. Moi je te conseille une lecture, d'ailleurs ce sera pour la prochaine émission, Journey Beyond Heaven. Journey Beyond Heaven, si tu ne l'as pas encore lu, c'est la prochaine lecture qu'on va conseil à vous, hein, de l'autre côté, puis pour nous, puisqu'on va faire une émission dessus, une petite émission très courte, vous allez voir aussi dans le même esprit. Merci Julie, bon confinement, bonne continuation de confinement, et à très vite. Salut, à bientôt. Ciao. Salut. Il y a un petit côté vent de fraîcheur quand Julie nous parle de Perfect World. Dedans il y a aussi des scènes poignantes, hein, dramatiques, et il y a aussi quelques passages sur l'aspect médical des choses, et je trouve que ça aussi c'est très enrichissant. D'ailleurs, en parlant de médecine, et il faut, surtout en ce moment, il y a beaucoup de mangas au Japon qui tourne autour du milieu hospitalier. Il y a du shonen, bien évidemment, à coup de je veux devenir le meilleur médecin du monde. Puis il y a des choses plus sérieuses, à commencer par le Blackjack de Tezuka. Tous ne sortent pas en France, loin de là. On a eu par exemple un diptyque sur la transplantation cardiaque, on a eu du médecin de guerre, on a eu de l'urgentiste, et on a deux nouveautés à voir en librairie. La première, qui n'en est pas vraiment une puisque c'est une réédition, c'est le manga Say Hello to Blackjack qui va revenir en février aux éditions Naban. Pour l'occasion, ils ont repris le nom international, Give My Regards to Blackjack, et ce titre pose la question sur ce que ça veut dire d'être médecin au Japon. C'est en partie une critique du système de santé et c'est signé Shuo Sato. Le second titre,
qui parle de milieu hospitalier, il est en décembre, là, maintenant, aux éditions Meian. C'est Unsung Cinderella, et cette fois, on ne s'intéresse pas aux médecins, mais à une pharmacienne hospitalière, et à travers elle aux autres corps de métier qui ne sont pas forcément au premier plan. On se concentre bien évidemment sur les médicaments avec elle, mais aussi sur des tranches de vie des familles qu'elle va croiser et qu'elle doit soigner, avec un petit côté un peu série télé comme ça. Unsung Cinderella, c'est signé Mamare Arai. Maintenant, place au sang, place au jeu de la mort et au monde parallèle. J'appelle Johnny. Et il faut attendre qu'il décroche. Allô? Oui, Johnny, comment ça va? Oh, bonjour Maxime, c'est vous? Tu fais très bien la surprise, je te félicite. Bah, je sais. Y a pas mon nom qui s'affiche quand je t'appelle? Il y a même marqué Last, Maxime Last, parce que t'as changé tellement de téléphone que maintenant je note le dernier. Attends, j'ai ce numéro depuis 2014 au minimum. Bah, 2014, mais les vrais gens, ils l'ont depuis 2007, depuis l'invention de Facebook, les gens. Ouais, alors même on avait fait un truc. T'étais même pas né quand Facebook est arrivé. Mais si, j'étais né depuis 11 ans. un truc comme ça. Mais ça va. Ma foi. Johnny, comment se passe ce confinement avec cet enfant en plus, confiné avec un enfant incroyable? Oui, comme enfin, Julie. mais la nounou elle travaille toujours, donc nous on a pas trop de soucis. Il y a juste une fois on l'a gardée une semaine, mais ça s'est bien passé. Écoute, moi je suis content avec ma fille. Bah comme Julie, au final c'est pareil, elle aussi. Ouais. Elle est pas embêtée, ça se passe très bien. Et du coup, forcément, c'est la question de cette émission, c'est le but de cette émission. Forcément, t'as eu une lecture de confinement, t'as un manga qui t'a occupé là pour ces premières semaines. Ouais, j'ai pas trop lu au début parce que j'étais plutôt lancé en roman. Je lisais Fondation et puis après j'ai regardé des séries. Mais j'ai vu une bande-annonce sur Netflix de Alice in Borderland et je sais que j'avais vu passer ce titre à un moment dans les catalogues. C'était chez Delcourt à ce moment-là, mais il y avait trop de Alice qui sortaient. Il y avait Alice in Borderland, il y avait l'Académie musicale d'Alice, il y avait Alice on Border Road. En fait, il y avait 1 milliard d'Alice et je me suis dit c'est bon, j'en ai marre de toutes ces Alice et je les zappé. Et surtout que dans tous ces Alice, c'était pas du tout la même chose, quoi. Non, c'est sûr. Il y avait même sur Art Online Projects Alicization. Mais ouais, voilà, beaucoup de trucs en anglais où on comprend pas. Et mais là, j'ai vu la bande-annonce sur Netflix et je fais c'est marrant. Et c'était sûr de toute façon c'était adapté d'un manga vu comment c'était des Asiatiques qui jouaient et c'est un jeu de la mort. Tu fais un truc comme ça, c'est pas un mec qui l'a inventé tout seul, donc ça partait d'un manga. Du coup, je me suis dit, mais je crois que Cagnard, il en avait parlé un jour. Et donc, j'ai demandé à Cagnard, qu'est-ce que tu penses d'Alice? Il m'a dit, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et comme il avait les tomes chez lui, je suis allé les prendre parce que je suis à 10 minutes de chez lui. J'ai fait une petite attestation course. Puis voilà, j'ai fait mes courses chez Cagnard et je lui ai pris les 5 premiers tomes. T'as cru que c'était un libraire, en fait, mais qui faisait du click and collect, quoi. Ouais, je vais lui rendre. Il faudra que je refasse une attestation d'ailleurs. Il n'y a pas attestation rendue de... Rendre des mangas à un copain? Non, effectivement, ça n'existe pas. Ouais, je trouverai un truc. De toute façon, c'est bientôt le déconfinement. C'est bon. Oui, je suis pas sûr. En fait, on n'en sait rien. Hein. Au moment où on enregistre cette émission, on n'a aucune idée d'un bientôt déconfinement. Mais vous le verrez. Ouais, je le prédis. Toi, tu le prédis, très bien. Si ça marche pas, j'arrête le manga. Non. De quoi parle Alice in Borderland? En soi, c'est une histoire assez classique. Hein. C'est un jeu de la mort. C'est plein de petits jeux de la mort, un peu à la façon Darwin's Game, mais un peu moins urbain. En gros, on va se retrouver avec 4 personnes qui vont être transportées dans un... En fait, on ne sait pas où ils sont transportés. On ne sait pas si c'est un monde parallèle. On ne sait pas s'ils rêvent. On ne sait pas si c'est... En tout cas, ça ressemble à un monde post-apocalyptique, genre 6 mois à 1 an dans le futur, parce que c'est ce qu'ils disent dès le départ, vu qu'il y a plein de poussière un peu partout. Et au vu des choses périmées dans les magasins, ils disent que c'est maximum 1 an. Et en gros, on va suivre 4 amis qui vont se retrouver à faire des jeux de la mort pour survivre. Et grâce à ces jeux, ils obtiennent un visa temporaire pour rester dans le monde où ils sont actuellement. Et genre par exemple, ils gagnent un jeu de jeu. Ouais, il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais en gros, là c'est une carte 3 de pique par exemple. Et ils gagneront 3 jours de visa dans ce monde-là. Et au bout de 3 jours, s'ils rejouent pas un autre jeu pour continuer à vivre, ils ont un laser qui leur explose la gueule. Tu fais ok, d'accord, sympa. Et voilà. Donc un truc classique dans les jeux et dans les énigmes, mais et il est où le côté c'est assez Alice surprenant.
Alors le côté Alice, alors moi aussi au début et en fait c'est une des raisons pour laquelle je voulais pas me lancer là-dedans, c'est que il s'appelait Alice et donc je fais mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en fait le héros s'appelle un nom japonais et puis son nom de famille c'est Alice après ou inversement parce qu'on sait jamais dans quel sens c'est. Et il y a toujours des petites références à Alice au pays des merveilles, genre lui le héros s'appelle Alice et après il va rencontrer un mec qui gère un hôtel, il s'appelle le chapelier ou je sais plus quoi. Sa meilleure copine à un moment ça va devenir Usagi. Et Usagi ça veut dire lapin, enfin bref. Ouais, mais donc... pourquoi c'est Alice en particulier? Bah si, en fait c'est juste son kiff et c'est diffus mais Ouais, il a pris le compte d'Alice mais juste pour référence au niveau des noms. Après, pour l'instant, dans les jeux, ça se ressent pas à ce niveau-là, quoi. Mais franchement, les 2 premiers tomes sont très très communs, très classiques. Cagnard, lui, était tout de suite emballé avec les 2 premiers tomes. Moi, franchement, c'est le 3 qui m'a fait changer d'avis. Le 3, mais il y a une grosse scène et j'ai fait oh là là, mais l'auteur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage en particulier? Ouais. Enfin, je peux pas le dire parce que ça spoil trop et mais pour moi, enfin, je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression que l'auteur a changé du tout au tout, mais tu t'y attends pas, quoi. Ça change toute la trame du manga parce qu'au début, tu suis un truc classique, les potes et tout, très bien, ils essaient de survivre, on va s'entraider. T'as le petit rigolo, t'as le mec super fort physiquement, t'as l'autre qui réfléchit, qui a plus ou moins un pouvoir de déduction et d'observation de ouf, et t'as une femme qui ramasse au coin de la rue et qui les aide pour telle ou telle chose. Donc chacun a plus ou moins son point fort et tout va changer au tome 3 où voilà. Ok, mais toi en plus t'es un gros fan de jeux de la mort, t'es à fond sur Darwin's Game et t'es à fond sur Judge. T'as lu le nouveau titre de cet auteur qui avait fait Judge et Dopt? Ah oui, c'est quoi déjà là le nouveau titre? Il avait fait Judge, Dopt, Secret et là il fait l'Académie Dead Company, voilà c'est ça. Mais c'est encore avec des lapins. Non, j'ai pas encore lu. C'est encore avec des lapins. Oui et non, c'est juste que là, cette fois-ci, on est du côté des maîtres du jeu. Ah, ça se passe du côté. Oui, c'est un peu comme Cube à la fin. On passe du côté des maîtres du jeu. Ouais, non, j'ai pas encore lu. Mais c'est vrai que. Bah, tu peux le mettre à suivre. Du coup, tu peux continuer Alice in Borderland et partir et faire un petit détour par Dead Company aussi. Après Alice, il y a 15 tomes là. Du coup, c'est bien. Moi, je pense que je vais aller là-dessus. 18 de sortie. Ah, cool. Bah oui, la série est totalement terminée. C'est juste peut-être que Cagnard n'a que 15 tomes parce que Cagnard ne lit jamais les fins des séries. Ah ouais, vas-y, c'est pas ça qu'il m'a dit. Moi, je croyais qu'il avait 15 tomes et que c'était encore en cours. Oh là là, mais il y en a 18, c'est bon, c'est fini, trop cool. C'est pas comme Darwin's Game, parce que Darwin's Game, par contre, ça continue. Non, mais en revanche, t'as la suite, Alice in Border Road, après. Ah, c'est lui? D'accord. Parce que j'avais mis dans mes titres, il y a trop de Alice, et dedans il y avait Alice on Border Road, et je me suis dit, c'est un autre? Mais non, en fait, c'est la suite. Ah, cool. Bon, bah, je vais lire ça. Enfin, oui, c'est la suite sans être la suite. Faudra que tu. Ouais, on suit d'autres gens, quoi. Oui, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, c'est dans l'esprit de Alice in Borderland, t'as Alice on Border Road. Bon, en tout cas, j'ai été très surpris à partir du tome 3, et c'est vrai qu'après les tomes 4-5 suivent la trame. Et du coup, tu attends le film sur Netflix avec impatience. C'est un film ou une série? C'est une série. C'est une série. Normalement c'est une série. Je crois que c'est le 10 décembre que ça sort. Ok. Et bah ouais, en fait, je pense que je vais sauter dessus au moins pour le premier épisode. Mais ce qui me rebute, c'est que effectivement, c'est un peu le jeu d'acteur asiatique japonais. C'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur. C'est du jeu d'acteur télé, parce qu'au cinéma, ils savent jouer autrement. Oui. Là, c'est vraiment au niveau drama et au niveau série où parfois c'est surjoué. Et puis là, c'est de l'horreur. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas donner un truc ridicule? Mais le truc, c'est que la bande-annonce me donnait vraiment envie. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur le manga. Et donc, à voir. En tout cas, je sais que le premier épisode, je vais le regarder. Et après, on va voir. En tout cas, Alice in Borderland, c'est sorti chez Delcourt Tonkam et c'est signé Asso Haro. Yep. Voilà, pour avoir tous les détails. Il avait pas fait l'Ayer Game, je sais pas, fallait bosser, Johnny. Voilà, il arrive dans l'émission comme ça, puis il fait mais en fait c'était pas ci, c'était pas ça. Mais non, il avait fait. Ça me faisait penser à l'Ayer Game, effectivement. Mais il avait fait un autre manga, Hide and Closer. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est à chaque fois à la fin des tomes de Alice in Borderland, il est marqué du même auteur, Hide and Closer. Voilà. Mais j'ai pas lu.
Bah tu regarderas, c'était marrant, je me souviens à l'époque quand c'était sorti il y a plus de 10 ans ça je pense, Hayden Closer, c'était mignon, ça mangeait pas de pain, tu vois, c'était terminé assez vite mais c'était sympathique. Ouais, bon, cet homme à faire. En tout cas voilà, lisez-le, vous savez pas quoi faire, et ben lisez-le. Eh ben parfait, merci beaucoup Johnny, j'espère que pouvoir te mettre en contact avec Cagnard ou avec Robin ou avec Julie la prochaine fois. Comme ça vous pourrez tous vous parler les uns sur les autres en même temps. D'ailleurs là tu verras en réécoutant cette émission, mais des fois on te perd pas, mais c'est comme si t'étais très loin dans un univers informatique et tu revenais avec nous. Ah mince, je suis désolé. Bah écoute, excuse-toi auprès des auditeurs, excuse-toi maintenant. Bah je m'excuse auprès de l'internet, je pense que j'ai pas payé toute ma facture. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est pour ça, ils essaient de m'envoyer un message. Je pense aussi que c'était un message qu'on essayait de t'envoyer. Paye tes factures. Merci Joe en tout cas. Merci Max. À plus tard, salut. Allez, ciao. Quant à moi, je sais pas ce qui m'a pris, mais dès le début du confinement, j'ai eu l'irrémédiable envie de relire Naruto. Une fois de plus, ça doit être le côté valeur refuge. Vous savez, dans une période un peu nouvelle, un peu étrange comme ce confinement, il a fallu que je me réfugie vers quelque chose qui me rassurait peut-être. Je sais pas. En tout cas, Naruto c'est toujours aussi bien, et dès le début. Mais là, je ne vous apprends rien. Sinon, j'ai continué pas mal de séries lancées cette année, et dont on avait parlé ces derniers mois. Il y a eu Iruma, l'école des sorciers, déjà 3 tomes, toujours aussi marrant. Il y a eu Hitman, dans les coulisses du manga, avec un rebondissement dès le début du tome 2, qui change un petit peu ce qu'on a pu dire dans l'émission où on en parlait. Parce qu'à la fin du tome 1 et le début du tome 2, hop, cliffhanger. À la fin aussi d'ailleurs, les cliffhangers sont sympas dans ce titre. Un peu à la manière de Bakuman en plus, on est dans une rentabilité très efficace. C'est-à-dire qu'on va pas le lire en 20 minutes, ce qui est bien aussi. Sinon, ces dernières semaines, il y a une série télé qui a défrayé la chronique par son succès et sa qualité. C'est Le Jeu de la Dame, The Queen Gambit sur Netflix. Je sais que ça a motivé du monde à se mettre ou à se remettre aux échecs ou à s'y intéresser. Et comme toujours, il y a aussi un manga pour ça. Celui-ci est une création franco-nippo-russe. Un manga nommé Blitz. Le second tome vient de paraître. La partie échec, elle, est drivée par le champion Garry Kasparov. C'est bordé et dessiné au Japon. C'est écrit en France. Peut-être à Monaco aussi parfois. Bref, c'est toujours sympa de pouvoir prolonger une expérience. En revanche, là, attention, on est sur une cible shonen. Et je vous redonne le nom, ça s'appelle Blitz. Maintenant, appelons Cagnard. On a plusieurs questions pour lui. Est-ce qu'il va avoir le contenu de la valise? Ou encore, est-ce qu'il va nous parler de bagarre? Le suspense est à son comble. Et alors, comme pour mes 3 camarades précédents, je me demande comment Cagnard va décrocher. Est-ce qu'il va faire allô? Est-ce qu'il va faire une petite voix? Je sais pas. Ouais, allô? Cagnard, comment ça va? Je me suis dit, ça se trouve, il va me ghoster, il va même pas décrocher. Mais non, c'est bon, t'as décroché, t'es là. J'avoue, ça aurait été possible. Ça aurait été possible que je te ghoste. Ou alors on s'est dit que t'allais faire avec Robin tout à l'heure en début d'émission pour nos auditeurs qui écoutent, on s'est dit que t'allais peut-être faire un canular ou alors essayer de jouer la valise RTL ou un truc comme ça, tu vois. Essayer de jouer la valise. Et comment il va ce Robin? Robin va bien, Robin a Earth Gear de Tsuyoshi Takaki, donc il va très bien. Alors ça les auditeurs l'ont déjà entendu, donc si tu veux, là t'es en train de demander des nouvelles de Robin, alors qu'eux ils en ont déjà. Bah oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Robin. Eh bah écoute, prends ton téléphone, tente à son numéro. Oui, mais non, je vais le ghoster. Alors, Robin a dit que tu allais probablement choisir un manga de bagarre pour en parler dans cette émission. Est-ce que pendant le confinement, tu as lu de la bagarre? Pendant le confinement, j'ai lu de la bagarre, mais pas que. Je vais squeezer sur ce que j'ai pu lire en comics, en BD et compagnie. En termes de manga, en tout cas, j'ai lu de la bagarre. Mais genre, quelle bagarre? Alors là, pendant le confinement, je me suis mis un petit défi. Il y a une série que j'avais suivie au moment du lancement qui s'appelle Moonlight Act. Et j'avoue qu'à l'époque de la sortie, j'avais pas du tout été convaincu par cette série. Moi, j'adore l'univers des contes, donc forcément, je suis allé vers cette série. Et en lisant les 2 premiers tomes, j'avais été assez déçu. J'avais pas trop accroché au dessin. Et même l'histoire, il y avait des contes japonais dedans, du coup des contes que je connaissais moins. Enfin, j'ai pas trop adhéré. Et sauf que ça fait des années que je vois passer sur Twitter des gens qui parlent de Moonlight Act en disant que c'était une série de ouf et compagnie. Donc je me suis dit, c'est quoi, c'est le confinement, t'as du temps,
mets-toi sérieusement à Moonlight Act. Donc, j'ai repris la lecture de Moonlight Act. Parce que c'est sorti il y a 10 ans en fait, c'est sorti en 2010 Exactement. en France, Moonlight Act, le tome 1. Donc pendant 10 ans, t'as vu des gens en train d'essayer de forcer sur les réseaux sociaux, en train de dire « Mais si, je vous assure que c'est bien !» Il y avait même des tomes qui étaient devenus introuvables à une époque, qui ont été réimprimés là récemment. Et c'était ça le truc qui m'intriguait depuis un moment, parce que déjà, le pote qui m'avait fait lire Moonlight Act à l'époque, lui, avait suivi et continuait à me dire que c'était génial. Donc moi j'étais là, oui, lolo, calme-toi. Et en plus, tous ces messages que je voyais sur Twitter, enfin quand j'ai dit tous ces messages, il n'y avait pas une vague non plus, tu vois, mais il y avait des gens qui étaient vraiment à fond dans la série. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Autant utiliser le temps du confinement pour revenir sur une série que j'avais un petit peu oubliée. Et alors là, donc du coup, de Moonlight Act, ça parle de contes revisités. Il y a un fil rouge. C'est quoi l'histoire, le pitch? Alors, le pitch. La légende raconte qu'au moment où un croissant de lune bleue apparaît dans le ciel, les héros de nos contes préférés perdent la tête et viennent semer la terreur dans notre monde. Seul notre jeune héros énervé, Gecko, est capable de leur apposer le Moonlight Act et de les ramener à la raison. À coups de gros coups de matraque dans la gueule. Donc c'est vraiment de la bagarre. Donc c'est de la bagarre, parce que j'ai bien aimé ce côté pitch un peu merveilleux, tu vois, genre les personnages de contes et compagnie, sauf que très rapidement tu t'aperçois que les persos de contes pètent un câble, viennent dans le monde des lecteurs, dans notre réalité en gros, et foutent la merde, et le seul moyen de les ramener à la raison, c'est de leur mettre un gros coup de matraque. J'ai trouvé que c'était tout à fait à propos à notre époque. Et genre, t'as quoi comme personnage de conte connu là dans les premiers tomes? Dans les premiers tomes, t'as la princesse au bol pour les contes japonais, t'as les trois petits cochons, t'as Pinocchio, le petit chaperon rouge aussi est là. Et c'est quoi quand il pète un câble alors? Bah, il pète un câble. Bon, après, c'est un shonen, hein. Il pète un câble de manière un petit peu gentillette, quoi. Genre, les trois petits cochons, ils se déplacent dans la réalité. Et t'as le grand méchant loup qui vient les courser et qui souffle, et du coup, il détruit énormément de bâtiments et compagnie, tu vois. Ok, c'est un kaiju cochon, quoi. Voilà, après t'as des persos comme le petit chaperon rouge qui pètent un câble et qui deviennent hyper badass, qui sont là à tout niquer autour d'eux, tu vois. Cendrillon, ça devient une championne de tuning. Ok, alors trois petits cochons, Pinocchio, Cendrillon, c'est les mêmes personnages que dans Fable, le comics, non? C'est les personnages les plus connus, on va dire, des contes. Autant t'as quelques persos de contes japonais que moi je connais pas forcément. T'as la princesse au bol, tu vois. Et qu'on voit pas dans Fable. Et qu'on voit pas du tout dans Fable parce qu'ils sont jamais allés dans les royaumes asiatiques. Ils sont allés dans le royaume des mille et une nuits, mais pas les royaumes asiatiques. Et du coup, voilà, t'as des persos que tu connais pas, comme tu sais le conte de la princesse Kaguya, je le connaissais pas. Par contre, t'as ce truc hyper didactique que chaque début d'histoire, t'as la véritable histoire du conte. On t'explique les tenants, les aboutissants du conte, et après t'as l'histoire qui commence, et du coup tu captes qu'est-ce qui est très différent du conte original. Donc soit c'est des contes que tu connais, que t'as pas besoin qu'on te raconte, le petit chaperon rouge et compagnie, soit c'est des contes que tu connais pas, mais même si tu le connais pas, c'est cool parce que il te les rappelle, c'est en 2 pages la plupart du temps, 2-3 pages. Il te réexplique le conte avec des dessins assez enfantins, c'est assez mignon cette partie. Et après ça part sur un gros fil rouge ou c'est juste à chaque fois des histoires, un personnage pète un câble, faut que le héros aille l'arrêter, lui mette un coup de matraque et hop au suivant? Bah c'est ça, vraiment les premiers tomes c'est ça, hein. C'est t'as un personnage de conte qui arrive, il pète un câble, il fout le bordel dans Tokyo. Et t'as Gecko, le héros, qui vient le régler. Et le seul moyen de le régler, c'est de lui mettre un gros coup de batte dans la tête. Mais oui, mais c'est pas ça pendant 25 tomes, si?
Non, c'est ça que au début, mais c'est assez plaisant au début. Maintenant que j'en parle, je trouve ça assez marrant. Ah, moi, tu vois, c'est toujours un truc qui me bloque un peu quand c'est des histoires qui se finissent très vite et qu'il n'y a pas d'ambition. Il y a une ambition dans l'humour, dans le dessin, dans d'autres trucs, mais tu sais, qu'il n'y ait pas une grande aventure, des fois, ça me laisse un petit peu pantois. Bah, c'est tout à fait normal, c'est le principe même du shonen d'avoir un fil rouge extrêmement rapidement, mais du coup c'est marrant parce que j'ai trouvé un fil conducteur très proche du début de Bleach. Où tu sais, tu prends Bleach au début, t'as des holos qui arrivent, Ichigo les bute, et tu sais, c'est que des petites histoires au final au début. Ouais, mais ça avance quand même. Eh ben, ça avance quand même. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec Moonlight Act, dans le sens où t'as les premières histoires où c'est les monstres qui arrivent dans la réalité, enfin les monstres, pardon, les personnages de conte qui arrivent dans la réalité, qui foutent le bordel. Ichigo, Gecko corrige ça. Et à partir du tome 9-10, tu rentres dans le fil rouge. C'est exactement comme dans Bleach, c'est plus les persos de contes qui arrivent dans la réalité, c'est Gecko, le héros, qui va dans le monde des contes. Ok, parce qu'il s'est passé un truc, parce qu'il y a un méchant qui est en train de tout dérégler ou une connerie comme ça. Exactement. Il y a un méchant qui veut foutre la merde complète dans l'univers des contes, et du coup Gecko est obligé d'aller dans le Soul Society, on va dire. Et est-ce que le méchant qui fout le bordel dans l'univers des contes, c'est un personnage de conte? Alors oui. Et c'est là une des grosses forces du manga, je trouve, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'au début, le scénario a l'air un peu débilos, des personnages de conte qui arrivent dans le monde, il suffit de les matraquer et c'est bon, ça va mieux. Le scénario est assez simpliste au début, vraiment. Et dès que tu arrives dans le premier vrai gros arc, on va dire, eh ben le perso qui est derrière cette machination, je vais essayer de pas donner les tenants et les aboutissants de ce premier gros cycle, eh ben en fait c'est un putain de scénario qui est très bien écrit et malgré quelques petites longueurs de flashback, mais exactement comme dans Bleach en fait, où au bout d'un moment t'arrives dans cet univers de contes et du coup ils sont obligés de te raconter des fils rouges précédents, eh ben là tu rentres à fond dans le scénario et le scénario est hyper intelligent. Ok, tu m'as presque convaincu, tu vois. C'est toujours ce truc de voilà. Alors c'est pas un spoil, je vais donner un petit élément, c'est que Gecko, et c'est un élément bleachien, j'ai envie de dire, Gecko, cet humain qui appartient au monde des humains, qui arrive à manier la matraque comme les forces de l'ordre en France. Bizarrement, quand il arrive dans le monde des contes, il s'avère qu'en fait, il a une petite filiation avec ce monde des contes. Et tu vois, c'est un élément très con, très bête, mais qui ressemble beaucoup à Bleach. Quand Ichigo arrive dans le Soul Society, il y a ce truc de mais en fait, il a une backstory dont il n'est pas conscient lui-même. Et là, c'est exactement le cas de Gecko. Et ça arrive vers quel tome à peu près? C'est mais c'est marrant parce que c'est vraiment comme dans Bleach, c'est tome 8-9. Ah ouais. Tu vois quand Renji arrive Renji et Byakuga arrivent dans le monde présent, récupère t'as à peu près exactement pas la même séquence, mais t'as exactement la même chose dans le sens où t'as des persos des contes qui arrivent dans la réalité et qui vont embarquer tout ce petit monde dans le monde des contes qui est régi par certaines lois que Gecko va devoir apprendre. Et bien évidemment, Gecko est élu parce qu'il faut pas déconner, c'est un shonen, tu vois. Ok, donc Moonlight Act, le Bleach oublié, quoi. Le Bleach passé sous silence. Et je peux comprendre parce que, mine de rien, la petite différence très notoire qu'on peut voir apparaître entre les deux, c'est que Bleach est magnifique d'un point de vue dessin. Enfin, moi, j'estime que c'est vraiment très beau. Et Moonlight Act a un dessin qui est vraiment qui est pas facile. Qui est pas facile du tout. De toute façon, les ventes sont pas faciles, parce que si justement il y avait des ruptures de stock, même s'il y a eu des réimpressions en cours, mais il y a même pas 1 millier de lecteurs sur Moonlight Act aujourd'hui. De ce que j'ai pu lire, on en était à
moins de 500 exemplaires vendus pour chaque tome. Ouais, voilà. Donc forcément c'est compliqué. Mais ceci dit, attention, bravo à Kazé qui a réimprimé, qui va au bout. Qui va au bout, puisqu'il reste 3 tomes là publiés, on doit être au 27 sur 30, sur 29. Ouais, c'est ça, ouais. Donc non, mais bravo à Kazé aussi pour le coup. Hein. Et pour tenir le coup, mais du coup, je comprends, moi le premier, et je pense que toi aussi, on a été un peu rebuté par le dessin. Ouais, le dessin, et puis moi c'était vraiment le rythme du premier tome. Alors, le premier tome était encourageant, puis tome 2, tome 3, le rythme était plan-plan, je voyais pas d'ambition et ça me donnait pas envie d'aller beaucoup plus loin. Surtout que je voyais que c'était encore en cours et qu'effectivement ça a mis 10 ans à se terminer, quoi. Enfin, c'est très ambitieux. Après, effectivement, le dessin peut ne pas trop donner envie. Mais par contre, c'est marrant parce qu'il a un dessin très cartoon, très gras. Il a un trait qui est vraiment gras, tu vois. Mais par contre, dans les séquences importantes, tu vois que le mec fait des dessins de bâtard. Parce que c'est pas un genou, hein, l'auteur. C'est un auteur qui a déjà eu plusieurs séries, plusieurs longues séries. Et tu sens que c'est son style. C'est un style qui est personnel, qui est pas dans les carcans du shonen à proprement parler. De prime abord, tu pourrais te dire le mec dessine mal. Mais en fait, non, il dessine pas mal. Il a son style. Il a vraiment son style de dessin. Et dans les parties importantes, dans les phases vraiment importantes, vraiment dramatiques, ce qui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est ces phases-là qui révèlent un vrai shonen, c'est les phases dramatiques. Bah, le gars fait des dessins magnifiques, en fait. Ils sont vraiment beaux, ces dessins. C'est juste que c'est un style particulier, comme on a souvent dans le manga, de toute façon. Bah, pas si souvent que ça, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que le manga ne fonctionne pas tant, c'est que c'est pas très mainstream comme dessin, on va dire. Bien, on note Moonlight Act, ça c'est le choix de Cagnard sur ce confinement. Je vais reprendre le nom de l'auteur. Moonlight Act, c'est chez Kazé Manga, ça va être en 30 tomes. En France, il y a le 27e qui est sorti juste avant le confinement, et l'auteur s'appelle Kazuhiro Fujita. Exactement. Voilà, on a la totale. Bah merci Cagnard. Oh bah merci à... Bah non, bah merci à moi, tiens. Oui, bah remercie-toi, puisque moi j'ai rien fait là pour le coup. Bah parce que personne ne le fera. En plus, exactement. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir, mon bon Max. Eh bah écoute, moi aussi Cagnard, et puis ça fait plaisir de parler manga aux auditeurs dans cette 5e de couve. Je te dis à bientôt. Ah bah ouais, à demain. Bah voilà, c'est ça, au revoir. À la prochaine. Voilà, c'est terminé pour cette première 5e de couve à distance. Comme vous l'avez entendu, le son, c'est pas encore ça. Ça s'améliore au fur et à mesure, mais bon, c'est mieux que d'autres podcasts, évidemment. Mais nous, on a largement moyen de faire mieux, donc on va encore faire différents tests. Comme cette émission qui était un test grandeur nature. Et on va recommencer pour faire de mieux en mieux, tant qu'on va devoir être à distance. Merci de nous avoir écoutés. En attendant, merci de partager cette émission autour de vous. N'hésitez pas à réagir comme à votre habitude, et on vous dit à bientôt. Salut!